Robespierre, celui qui incarne la Révolution française. Moi, qui suis né esclave de la liberté. Cet homme, surnommé l'incorruptible. Moi qui ai vécu le martyre pour la République. On dit qu'il est un monstre, un vil, un enragé. Je suis né pour combattre le crime, et non pour le gouverner. Réalité ou diffamation? Je suis Jody, et je vous emmène à la rencontre d'un grand moment historique qui a de quoi nous rendre fiers d'être français, mais qui va même au-delà, car elle a une portée humaniste. Faisons nos premiers pas ensemble et entrons en 1780. À cette époque, une affaire fait le buzz. Un avocat de Saint-Omer, Monsieur de Vizery de Boisse-Vallée, avait établi un paratonnerre sur la cheminée de sa maison. Mais les habitants voyaient ce paratonnerre d'un mauvais œil et ils ont déposé une requête entre les mains des échevins dans le but d'en obtenir la destruction. Et c'est à Robespierre qu'est confié le soin de présenter les explications orales à l'audience. Et Monsieur de Robespierre se couvre de gloire dans sa plaidoirie. Malheur à quiconque ose éclairer ses concitoyens. L'ignorance, les préjugés et les passions ont formé une ligue redoutable contre les hommes de génie, pour punir les services qu'ils rendront à leurs semblables. C'est à ce caractère de raison qui distingue notre siècle, que l'idée la plus hardie peut être la plus étonnante que l'esprit humain ait jamais conçue. Un homme apparu de nos jours qui a osé former le projet d'armer les hommes contre le feu du ciel. Il a dit à la foudre, vous irez jusque-là, et alors vous éloignant de ces demeures paisibles. Il est une ville dans le monde, où des citoyens ont dénoncé à leurs magistrats les paratonnerres comme des machines funestes à la sûreté publique. Les magistrats, effrayés, se sont hâtés de les proscrire. La police s'est mise sous les armes pour les exterminer. Vous vous demandez à vous-même, messieurs, quel pays a pu être le théâtre de cette scène incroyable? C'est au centre de l'Europe que se sont arrivés les faits qui vous étonnent. C'est au milieu de la nation la plus éclairée de cette partie du monde. Bien sûr, à ce moment, Robespierre ne savait pas qu'il deviendrait le paratonnerre de la Grande Révolution. Continuons notre chemin dans les rues de Paris. Nous ferions bien une petite pause pour acheter notre indémodable pain, mais vous seriez surpris par son prix exorbitant et que la plupart des épiceries ferment leurs portes. Il est donc difficile pour les plus pauvres de se nourrir convenablement. Cela est dû à de mauvaises récoltes, notamment provoquées par un événement que certains appelleront hasard de la vie et d'autres destin funeste. Le 8 juin 1783, le Laki, un volcan en Islande endormi depuis des siècles, entre dans une terrible éruption. Pendant 50 jours, les projections de cendres et de gaz hautement soufrés forment un nuage d'une telle intensité, d'une telle opacité, que tout le climat insulaire est bouleversé. Avec un hiver permanent en plein printemps, puis en plein été, les pluies acides s'abattent, les vents dominants tournent vers le sud, vers l'Europe. On pourrait imaginer que l'État devrait résoudre cette affaire. Seulement voilà, la France est dans une grande crise financière. Louis XVI a voulu accroître sa puissance en entrant en guerre avec la Grande-Bretagne sur le nouveau continent, en finançant la révolte des colonies américaines. L'Amérique est devenue une nation indépendante, mais évidemment, ils n'ont pas rendu l'appareil.
Le roi s'est simplement laissé manipuler. Pour résoudre cette crise, le roi va augmenter les impôts. À l'époque, la société était séparée en trois. La noblesse et le clergé, qui ne payaient jamais d'impôts, et le reste, appelé le tiers-état. Ce sont eux qui vont payer les impôts. Partout en France, les villes se révoltent. La contestation résonne dans les campagnes. Si le peuple a faim, c'est que le roi manque à ses devoirs. C'est alors que des philosophes comme Rousseau, Voltaire et Montesquieu vont s'inspirer de la contestation populaire pour leurs écrits que l'on appellera « Mouvement des Lumières », appelant à réformer la France, à libérer la politique, des idées qui plaisent à la population. Mais Louis XVI reste sourd, dans un grand mépris. Le ressentiment et la colère contre le roi grondent dans tout le pays. Dans une totale insouciance, en 1789, le roi va donner une opportunité unique pour tous les contestataires de se réunir en même temps à Versailles, faisant appel aux États généraux, une assemblée de représentants. C'est alors que l'on retrouve notre Robespierre qui a été élu aux États généraux. Il rédige les cahiers de doléances, où l'on demande du pain, des libertés et de la justice. Ainsi, il arrive à Paris avec l'envie de changements profonds. Les États généraux s'ouvrent et Robespierre rejoint le club des Jacobins. Et après le serment du jeu de paume, il forme une assemblée constituante. Et après le coup de force des députés, c'est au tour du peuple de venir prendre place dans la révolte. En effet, le prix du pain ne cesse d'augmenter et Paris est proche de la famine. Robespierre prend la parole à l'Assemblée. Nul n'a le droit d'entasser des morceaux de blé à côté de son voisin qui meurt de faim. Tout ce qui est nécessaire à l'existence de la vie humaine appartient à la société. Dès lors, les insurrections populaires grondent dans tout le pays et les gens bloquent les convois de grains. En réponse, l'Assemblée vote la loi martiale, ce qui permet à la garde nationale de tirer sur un attroupement après avoir levé un drapeau rouge. Et ce drapeau se retrouve dans notre Marseillaise. Il s'agit du drapeau sanglant de la tyrannie. Robespierre s'élève contre cette politique de répression en prenant la défense du mouvement populaire et de la révolution. Ceux qui ont suivi la révolution ont prévu le point où vous êtes. Ils ont prévu que les subsistances manqueraient. Ils ont prévu que des situations terribles engageraient à vous demander des mesures violentes. On demande du pain et des soldats, c'est-à-dire le peuple attroupé veut du pain. Donnez-nous des soldats pour assassiner le peuple. On vous dit que les soldats refusent de démarcher. Et peuvent-ils se jeter sur un peuple malheureux dont ils partagent le malheur ? Ce ne sont donc pas des mesures violentes qu'il faut prendre, mais des mesures sages pour découvrir la source de nos malheurs. Robespierre avait sa propre idée sur ce que devait être la garde nationale. Avoir une armée pour défendre la liberté et l'existence de la commune patrie. Il préconise que les mots « le peuple français » et « liberté, égalité, fraternité » soient inscrits sur les uniformes et sur les drapeaux. Il est ainsi le premier à prononcer la devise. La foule prend d'assaut le couvent Saint-Lazare où est entreposé le grain. Seulement, les choses se corsent car une rumeur dit que le roi compte envoyer son armée
pour arrêter la révolte. Alors tout s'accélère. Il faut des armes pour se défendre et vite. Dès lors, la garde nationale est envoyée pour mater la révolte. Mais la garnison se refuse de tirer sur la foule, ce qui permet aux émeutiers de récupérer des fusils situés aux Invalides. Mais il manque encore de la poudre à canon. Alors ils vont en direction de la Bastille, forteresse parisienne qui servit longtemps de prison. On joue! Il est le symbole de la tyrannie royale. Feu! Feu, par Dieu! Que faites-vous? Vive la nation! La prise de la Bastille fait grand bruit dans toute la France, laissant place à la peur. Le peuple craint que le roi envoie son armée pour supprimer les droits acquis, que les riches gardent tout le blé pour eux, que la France se fasse envahir par d'autres pays. Et pour répondre aux craintes, l'Assemblée met en place de grands changements, avec l'abolition des privilèges puis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Seulement, ces changements n'ont aucune valeur juridique, car ils ne sont pas ratifiés par le roi. Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi. Comment peut-on partager ce qui est absolu? Alors, le 5 octobre 1789, un groupe de femmes accompagnées par la garde nationale marche en direction de Versailles pour obliger le roi à ratifier les lois et le contraindre à revenir à Paris pour qu'il quitte l'opulence de Versailles. L'Assemblée met en place des réformes pour sortir du vieux système qui donne des privilèges à certains. Robespierre était conscient que ce vieux modèle était la source de grands malheurs. Qu'était notre ancienne éducation, sinon une leçon continuelle d'égoïsme et de sotte vanité? Qu'étaient nos usages, sinon le code de l'impertinence et de la bassesse, où le mépris des hommes était soumis à une espèce de tarif et gradué suivant des règles aussi bizarres que multipliées? Mépriser et être méprisé, ramper pour dominer, esclaves et tyrans tour à tour, tantôt à genoux devant un maître, tantôt foulant aux pieds le peuple. Telle était notre destinée, telle était notre ambition, à nous tous, tant que nous étions. La France est divisée entre plusieurs projets de société. Il y a les contre-révolutionnaires, et puis la droite de l'Assemblée. Ce sont les partisans d'une république libérale et bourgeoise. Face à ces projets de société, il y a celui de Robespierre, celui de la gauche de l'Assemblée. Ils sont favorables à une république où le peuple est le souverain, qui ne se laisse pas déposséder du pouvoir législatif. C'est un projet qui rejoint le mouvement populaire. Ils sont pour garantir l'existence des plus démunis, le droit de vivre dignement. Ils sont contre le projet de la droite libéraliste donnant la liberté seulement aux plus riches, sur le dos de la souffrance des plus pauvres, en rappelant l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Robespierre critique la droite de l'Assemblée en ces termes. Tous les égoïstes, favorisés de la fortune, qui aiment assez de la Constitution, ce qui les égalait à ceux qui étaient au-dessus d'eux, ne peuvent consentir à reconnaître des égaux dans ce qu'ils regardaient comme leur inférieur. Malheureusement, au départ, la gauche de l'Assemblée est minoritaire. La situation politique déplaît au roi et lui inspire la crainte. Il décide de suivre les conseils de Mirabeau,
qui suggère que, au cas où la collaboration avec le gouvernement révolutionnaire deviendrait impossible, il lui resterait la possibilité de quitter Paris pour prendre la tête de troupes favorables à sa cause et rentrer dans la capitale afin de mettre un terme à la révolution. Il met en pratique ce conseil en rejoignant le quartier général du marquis de Bouillé à Montmédy, près de la frontière avec le Luxembourg. Il sait que ses troupes sont dévouées à la monarchie. La disparition du roi se fait remarquer. Dès lors, le message est envoyé. La garde nationale cherche le fuyard. Et il est intercepté alors qu'il voulait franchir la frontière. Le roi est ramené à Paris et le divorce entre le roi et la Révolution est entamé. Que serait devenue la France si le roi avait réussi son plan? Avoir un roi qui aurait fait la guerre à son propre peuple et qui serait dépendant des pays qui l'ont aidé à conspirer? Après la trahison du roi, en 1791, la France entre en monarchie constitutionnelle, réduisant les pouvoirs du roi. À ce moment, la France est plus que jamais menacée. Les contre-révolutionnaires et d'autres pays monarchiques veulent faire la guerre. Les Girondins, représentant la droite de l'Assemblée, étaient prêts à faire la guerre. Et Robespierre s'oppose à la guerre, ce qui fait de lui un paria à l'Assemblée, car la plupart semblent enthousiastes à l'idée de la guerre. Robespierre s'y oppose et dit lors d'un discours au club des Jacobins: « Messieurs, la guerre !» s'écrient la cour et le ministère et leurs innombrables partisans. « La guerre !» répète un grand nombre de bons citoyens. Je ne viens point caresser l'opinion du moment, ni flatter la puissance dominante. À Rome, quand le peuple fatigué de la tyrannie et de l'orgueil des praticiens réclamait ses droits par la voix des tribuns, le Sénat déclarait la guerre et le peuple oubliait ses droits et ses injures pour voler sous les étendards des praticiens et préparer des pompes triomphales à ces tyrans. Je me résume. Il ne faut point déclarer la guerre actuellement. La grandeur d'un représentant du peuple consiste quelquefois à lutter seul, avec sa conscience, contre le torrent des préjugés et des factions. Dans ce cas-là même, une consolation me restera. Je pourrai attester, mon pays, que je n'aurai point contribué à sa ruine. Il avait raison de se méfier, car il s'agit d'un piège tendu par le roi. Le 20 avril 1792, la France de Louis XVI déclare la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Mais le roi s'est allié à l'ennemi, préparant secrètement l'invasion du royaume. L'offensive tourne mal, car au premier coup de canon, une garnison prend la fuite et le reste suit. C'est l'incompréhension au sein de l'Assemblée. Comment avons-nous pu subir une défaite si ridicule ? Et le 11 juillet 1792, le roi est placé en prison, en réaction aux manœuvres austro-prussiens pour envahir Paris. Verdun leur a été livré par les officiers royalistes, mais ils se font intercepter à Valmy par les troupes françaises. L'ennemi s'attendait à disperser facilement les Français dès le premier coup de feu. Mais à leur grand étonnement, les Français, en infériorité numérique et comptant dans leur rang de nombreux volontaires inexpérimentés, résistent à l'assaut, au chant de la Marseillaise et au cri de « Vive la nation !» Il s'agit du peuple qui résiste face à l'envahisseur. Le général Kellermann galvanise ses troupes. « Camarades, voilà le moment de la victoire. Laissons avancer l'ennemi sans tirer un seul coup de fusil et chargeons-le à la baïonnette. » Kellermann saisit son cheval, sort son sabre et galope en direction de l'ennemi et tout le monde suit son courage. 45 000 hommes s'élancent pour la survie de la nation française.
Surpris, les Austro-Prussiens s'arrêtent et battent en retraite. Et le 21 septembre 1792, la Convention nationale proclame la République française, mettant fin à la monarchie. Suite à cet événement, il devient évident que le roi devient une menace, suite à de multiples conspirations qu'il fait en l'encontre dans son propre pays. Et maintenant qu'il se fait appeler le citoyen Louis Capet, il se fera juger, tout comme le disait Saint-Just. Citoyens, citoyens, je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, donneraient avec joie leur vie pour cette République. Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter. Citoyens, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle, un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner ou mourir. Différentes régions de la France sont envahies par les ennemis, et pour protéger les frontières, la République vote la levée de 300 000 hommes, cherchant des volontaires à travers tout le pays pour participer à l'effort de guerre. Cependant, à l'ouest du pays, où les mouvements anti-révolutionnaires sont les plus forts, comme en Vendée, les rebelles, surnommés les Blancs, composés de royalistes de droite et d'extrême droite, considèrent la Révolution et la République, également appelées les Bleus, comme des ennemis. Et Robespierre devient le point central de leur hostilité. L'un des premiers événements de la guerre de Vendée est le massacre de Machecoul, où plusieurs paysans vendéens rebelles prennent la ville d'assaut, tuant 15 à 25 patriotes, et prennent le contrôle de la ville. Cependant, ils subissent une lourde défaite à la première bataille de Pornic. En représailles, les rebelles ordonnent l'exécution de prisonniers patriotes. Pendant plusieurs jours, 160 à 200 hommes pro-révolutionnaires sont fusillés ou tués à coups de pique dans les douves du château. Robespierre considère les rebelles comme complices des rois coalisés extérieurs. On sait par ailleurs que le zèle religieux qu'affectent les chefs des rebelles de la Vendée n'est que l'hypocrisie des aristocrates qui veulent, au nom de la religion, retrouver leur puissance. La période de la terreur s'installe, avec des intrigues, des conspirations et des exécutions. La lecture d'auteurs tels que Jean-Clément Martin avec ses ouvrages Robespierre, la fabrication d'un monstre, et La Terreur, vérité et légende, permettent de démêler la réalité de la légende, justement. En Vendée, aux insurrections royalistes, s'est ajouté le soulèvement des provinciaux, opposés à l'éviction des Girondins. En effet, à l'Assemblée, la parole des Girondins est remise en cause, et on les soupçonne d'être complices des rebelles. Par exemple, à la Convention du 18 juin 1793, le député de la Montagne, Jean-Paul Marat, déclare « J'ai des faits importants à signaler. J'ai toujours été le Cassandre de la Révolution. » À la nomination des 4 députés qui exigeaient d'aller à la Vendée, parmi lesquels se trouvaient le comte Puyraveau et Duchâtel, je dis que c'était une conspiration. Il est certain qu'ils ont soufflé la révolte dans les départements. Mais en disant cela, Marat se crée d'importants ennemis politiques. Il s'attaque aux aristocrates, aux ministres, aux élus de droite et aux conspirateurs. Et le 13 juillet, Charlotte Corday, indignée par la proscription des Girondins,
s'introduit dans l'appartement où vit Marat, qui prend un bain. Elle a prétexté détenir des informations sur les Girondins, réfugiés à Caen. Après un échange avec le député, elle le poignarde à la poitrine. Le fait qu'elle assume sereinement son acte constitue un véritable bouleversement. Celui qui réussira à maîtriser les rebelles gagnera en puissance. Le terme de terreur est instrumentalisé politiquement. Pour l'historienne Anne Simonin, Robespierre fait de la terreur une rhétorique pour ne pas en faire une politique. Une grande partie de l'Assemblée semble vouloir adopter la terreur, y compris chez les détracteurs de Robespierre, comme le député Merlin de Douai. Merlin avait été envoyé en Bretagne pour effectuer des recrutements dans l'armée. Il fut désigné comme cible par les Vendéens. À son retour à Paris, il avait la volonté de réprimer les ennemis de la République. Ainsi, le 17 septembre 1793, il propose la loi des suspects. Ce décret vise à protéger la Révolution de ses ennemis. Les suspects deviennent alors tous ceux qui, par leur conduite, leurs relations, leurs propos, affichent leur soutien à la tyrannie ou au fédéralisme et ennemis de la liberté. Et la terreur s'exerce dans les colonies, notamment à Saint-Domingue, en Haïti, où les atrocités se succèdent. Une rivalité fait rage entre les Blancs, royalistes, et les Bleus, républicains, ainsi que les esclaves qui s'insurgent. Ceux qui se révoltent sont les esclaves, et ceux que l'on appelle les petits blancs, c'est-à-dire ceux qui ont la peau blanche, mais qui se sont retrouvés appauvris à cause des grands acteurs économiques impitoyables. Alors, Santonax et Paul Vérel, proches des Jacobins, club où est Robespierre, décident sur place la suppression de l'esclavage, afin de rallier les esclaves à la France révolutionnaire contre les ennemis de la liberté. Parmi le peuple révolutionnaire de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qui oserait dire aux esclaves exploités « Tu as tort, tu dois te taire, rester calme et docile ». En effet, la lutte contre l'esclavage, contre le racisme, n'est pas simplement morale, c'est une notion politique. Si le peuple se laisse aller au racisme, à la haine des uns contre les autres, alors nous serons divisés, et si nous sommes divisés, la lutte pour les droits humains sera éclipsée, au profit des privilégiés, qui se délectent de cette division, car elle empêche le progrès social, et leur assure de rester en haut de la société, profitant de ce qu'ils considèrent comme inférieurs. Voilà pourquoi la conflictualisation, de manière verticale, a davantage tendance à indigner les classes supérieures, et qu'elles sont beaucoup plus friands du racisme et de toutes ces conflictualisations, on va dire horizontales, car elles assurent leur position. Cependant, la conflictualisation, si elle est maîtrisée, permet de confronter ses idées et de se questionner. Justement, si l'on empêche les gens de présenter leurs explications contraires à nos idées, eh bien on perd tout intérêt dans la réflexion. Le conflit de classe sociale est une réalité qui pousse à s'engager politiquement. Le conflit n'est pas une agression, ce n'est pas un gros mot ni quelque chose qui serait simplement viriliste. Celui qui n'en a pas besoin est quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de se justifier ou de porter des revendications. Profite à beaucoup d'élus, car les lois restent floues. Ils étaient permis de s'écarter des lois et de prendre des mesures qui arrangeaient bien les affaires politiques, comme pour le député Laplanche, qui, sans avoir eu d'instruction du comité du salut public, applique la terreur à sa guise. Il est alors arrêté, après dénonciation, pour abus de pouvoir, en 1794. Encore une fois, les députés qui ont utilisé la terreur à leur avantage, il y en a plein. Et même les anti-robespierristes en profitent. Pourtant,
Robespierre va devoir porter le fardeau de la terreur, car il est désigné comme le grand responsable. Cette accusation permet à des députés, comme celui qui est à l'initiative des lois des suspects, Merlin de Douai, d'effacer leurs propres responsabilités, tout en accusant Robespierre et ses proches comme Saint-Just. En faisant cela, Merlin profite de la fin de la Révolution et assure une place dans l'Empire napoléonien, où il sera conseiller d'État à vie, chevalier de l'Empire, comte de l'Empire, grand officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre de la Réunion. Paris, 26 juillet 1794. Maximilien de Robespierre, décrété hors la loi, sera exécuté sans procès. Il est amené en charrette sur la place de la Révolution, en compagnie de 21 de ses partisans, dont son frère et Saint-Just, pour y être guillotiné. Robespierre était l'ami du peuple et l'ennemi de la tyrannie, de l'oligarchie. Il était contre la guerre, et pourtant, il est devenu le parfait bouc émissaire. Les ennemis politiques de notre incorruptible ont profité de sa chute pour étendre la lumière de la grande révolution. Robespierre, lui, sera pour plusieurs générations le grand méchant de la Révolution. La postérité ne lui est pas accordée. Alors que de son côté, Napoléon jouit d'une légende dorée. Il y a une forme d'hypocrisie et d'injustice à vouloir faire passer Robespierre pour un terrible monstre, car cela permet en réalité à des gens dont le bord politique est opposé aux idéaux révolutionnaires de triompher. La Révolution avait pour but de changer le monde, et j'espère vous avoir convaincu que les idéaux révolutionnaires sont formidables et porteuses d'espoir pour l'humanité. La France existe grâce aux revendications communes du peuple humain, avec l'abolition de l'esclavage et en acceptant que les anciens esclaves deviennent des citoyens français avec des droits et des devoirs communs. On prouve que notre pays n'est pas une nation ethnique. Et lorsque Napoléon rétablit l'esclavage, la France n'existe plus, car cela trahit la devise républicaine: liberté, égalité, fraternité. J'ai tremblé quelquefois d'être souillé aux yeux de la postérité. Je conçois qu'il est facile à la Ligue des tyrans du monde d'accabler un seul homme. Mais je sais aussi quels sont les devoirs d'un homme qui peut mourir en défendant la cause du genre humain. Peuple, souviens-toi, si dans la République la justice ne règne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité et de la patrie, la liberté n'est qu'un vain nom. Sache que tout homme qui s'élèvera pour défendre ta cause et la morale publique sera accablé, d'avanie et proscrit par les fripons. Sache que tous les amis de la liberté sera toujours placé entre un devoir et une calomnie, que ceux qui ne pourront être accusés d'avoir trahi seront accusés d'ambition, que ta confiance et ton estime seront des titres de proscription pour tous tes amis. Tel est l'empire des tyrans armés contre nous, telle est l'influence de leur ligue avec tous les hommes corrompus. Je suis né pour combattre le crime, et non pour le gouverner.